Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni industriel du médicament. Vous me permettrez donc de répondre avec prudence à votre question. Mais je dirais probablement trois choses. Tout d'abord, je crois que nous portons une attention exagérée et nous plaçons des espoirs disproportionnés dans ce qu'on appelle à tort les vaccins. Tout semble montrer que des médecins ayant à soigner des patients atteints des premières formes de la pandémie et du virus ont trouvé, par différents médicaments, les moyens de limiter la propagation du virus et de guérir leurs patients. C'est peut-être ce qui explique qu'à ce jour, dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, en Afrique et dans d'autres pays dans le monde, nous n'ayons pas la propagation du virus que nous connaissons en Europe et nous soyons très loin des taux de décès que nous connaissons en Europe et dans d'autres régions du monde, notamment les États-Unis. Je le répète, dans le cadre de la médecine traditionnelle, avec des médicaments traditionnels, beaucoup ont fait l'objet d'intenses polémiques, notamment la chloroquine, il semble démontrer que dans un certain nombre de pays, pris tôt, ces traitements traditionnels ont permis d'éviter le déclenchement et l'extension illimitée de la pandémie. Ce serait ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est que ce qu'on nous présente comme des vaccins a été conçu, développé, produit d'une manière absolument unique dans l'histoire. Vous le savez, il faut habituellement plusieurs années, souvent jusqu'à 10 ans, pour inventer, tester, faire valider par les agences des médicaments un nouveau traitement, une nouvelle substance pharmaceutique. Tout ceci a été fait en moins d'1 an. Je suis pour l'instant extrêmement réservé, je l'ai dit, sur les performances réelles des vaccins et sur leurs effets à moyen et à long terme. Les complotistes agitent beaucoup de rumeurs. Je ne les reprendrai pas. Mais je constate simplement qu'un haut degré d'incertitude demeure quant à l'efficacité des vaccins et je ne peux pas m'empêcher de m'interroger quand, et notamment en France, on a choisi d'administrer massivement ces vaccins aux personnes âgées résidant dans des EHPAD, dans des maisons de retraite. Est-ce que ce n'est pas tout simplement qu'on utilise ces personnes comme cobayes pour vérifier les effets des vaccins et pour ensuite savoir si l'on peut les prescrire à toute la population? Pour l'instant, je suis très interrogatif sur ce sujet. Je constate que les premiers retours d'informations qui viennent d'Israël, qui est de très loin le pays qui a vacciné la plus grande part de sa population, font aujourd'hui l'objet de beaucoup de débats parce que les contre-indications semblent réelles, parce que les effets bénins mais néanmoins très ennuyeux de la pandémie ne semblent pas enrayés et parce que les effets des vaccins sont bien loin d'en finir radicalement avec la pandémie. Ce serait ma troisième réflexion. Ces vaccins coûtent cher, en effet, ils coûtent très cher, notamment lorsque leurs achats ont été probablement mal négociés par une Commission européenne qui s'est arrogée de manière exorbitante le droit de négocier au nom de tous les pays de l'Union. Et vous savez que la Commission européenne a si bien négocié qu'un petit pays comme la Belgique, négociant de son côté, a obtenu des meilleures conditions que l'Union européenne. Tout ceci pose évidemment un problème de prix, un problème de rentabilité et un problème de production. J'observe que les cadences de production du médicament ne suivent pas. Il y a des retards de production, il y aura donc des retards de vaccination. J'observe que les nations poursuivent une course très égoïste, chaque nation européenne essayant de son côté de s'organiser pour disposer du nombre de doses le plus élevé de médicaments. Ça a été le cas de la Belgique qui a négocié de son côté, c'est aussi le cas de l'Allemagne qui négocie de son côté et de bien d'autres pays. J'ai peur à cet égard que la France fasse figure de grand naïf. Est-ce que nous allons être les derniers à croire que quelque chose comme une solidarité européenne existe dans ce domaine? Le problème posé par ce quasi-monopole des grands laboratoires pharmaceutiques américains et peut-être belges, alors que vous le savez, l'Institut Pasteur et l'entreprise Sanofi française ont renoncé à produire le vaccin, pose une toute autre question. Au nom de quoi est-ce que ni le vaccin chinois, ni le vaccin russe, ni d'autres peut-être à venir, ne sont proposés aux Européens? La réponse officielle est que ni les producteurs du vaccin russe, ni les producteurs du vaccin chinois n'ont accepté de se soumettre
au contrôle exigé par l'Agence européenne du médicament. D'autres versions disent que ces médicaments, ces vaccins, ont simplement été refusés par la Commission européenne. C'est un sujet qu'il conviendrait d'éclaircir. Est-ce que tout a bien été fait pour assurer la plus large disposition du vaccin, ou est-ce tout simplement qu'il s'agit de renforcer notre dépendance au Big Pharma? J'achèverai sur une réflexion beaucoup plus générale. La médecine libérale, le médecin de famille, le médecin traditionnel, est tenu totalement à l'écart du processus de vaccination. Tout a été fait pour paralyser l'action pour soigner, pour guérir de la médecine traditionnelle, la médecine libérale, et pour laisser un monopole de soins aux vaccins. Je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'empire du numérique, l'empire de la médecine à distance par l'intelligence artificielle et par la grande industrie du médicament qui entreprend d'en finir avec la médecine libérale, avec le médecin de famille, tout simplement pour imposer une sorte de monopole du numérique et des big pharma sur la santé humaine? Pour ma part, je crois que le corps humain n'est pas une mécanique. Je crois qu'on ne peut pas le réduire à un ensemble de fonctionnements de pièces mécaniques qu'on peut analyser à distance. Je crois que le corps humain est un tout, c'est un être vivant qui ne s'interprète pas autrement que par son environnement familial, son environnement personnel, ses expériences de vie et son mode de vie. Et l'évolution actuelle me semble extrêmement dangereuse. La liberté de prescrire des médecins est en train d'être considérablement réduite. La responsabilité professionnelle des médecins est en train d'être mise en cause s'ils décident de leur propre chef ce qui est bon pour leurs patients et pour un malade. Je crois que dans cette restriction des libertés de prescrire, dans cette réduction du rôle et de l'expertise de la médecine libérale et du médecin de famille, se profile la mise en place d'une médecine industrielle à distance qui me paraît une vraie menace pour la santé humaine. La Commission européenne s'est arrogé le monopole de la négociation de l'achat de vaccins avec les grands laboratoires pharmaceutiques dans des conditions qui posent question. En tant que député européen, je suis solidaire de la démarche de mes collègues qui exigent d'avoir accès aux contrats passés avec les laboratoires. Je ne peux que constater que les conditions dans lesquelles un petit nombre de parlementaires ont pu examiner ce qui leur a été présenté est tout simplement scandaleux. 50 minutes, sans téléphone portable, sans aucun moyen d'enregistrer, avec l'interdiction de reproduire quoi que ce soit, et tous les paragraphes et toutes les clauses importantes ont été caviardées pour les rendre illisibles. La députée Michèle Rivasi vient d'intenter une action auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour dénoncer les conditions totalement non démocratiques et totalement non contrôlées dans lesquelles la Commission européenne a négocié. Je m'associe pleinement à la démarche de notre collègue Michèle Rivasi. Mais je voudrais aller plus loin. Évidemment, le mot corruption est prononcé. Je suis totalement incapable, pour ma part, d'avoir une opinion là-dessus. Je pose simplement la question. J'ai eu l'occasion de travailler pour nombre de grandes entreprises en France et en Europe. Dans toutes les grandes entreprises, la fonction d'achat est devenue une fonction très importante, elle est très professionnelle et c'est même une fonction experte. Passer des contrats sur des millions d'euros, sur des centaines de millions d'euros et en l'occurrence sur des milliards d'euros, c'est un métier à part entière. Et je pose la question, au sein de la Commission européenne, combien d'acheteurs professionnels sont présents? Combien de membres de la Commission européenne ont l'habitude de négociation de grands contrats internationaux portant sur des milliards d'euros? Combien ont l'habitude des sécurités juridiques et financières, des clauses de sauvegarde, des clauses éventuelles en cas d'effets négatifs ou indésirables sur les achats qui sont passés? C'est une question d'expertise, c'est une question de compétence. Je doute fort de la compétence de la Commission européenne dans ce domaine. Et je redoute fort pour sa crédibilité, pour l'intérêt de l'Union européenne, que la Commission européenne n'ait fait un pas de trop, parce que naturellement, les accusations vont pleuvoir. Naturellement, la Commission européenne va être placée devant des questions d'autant plus violentes que la capacité à guérir et à éradiquer la pandémie ne sera pas assurée par ces vaccins que nous aurons payés si cher. La situation de l'Ukraine est tout à fait particulière.
il semble qu'une partie au moins de la jet set, des milieux dirigeants, des milieux les plus aisés de l'Ukraine, ait bénéficié de dons de vaccins provenant d'Israël. Je le souhaite pour eux. Mais je ne peux constater que la vaccination de la majorité de la population ukrainienne, en revanche, est encore en projet et est en retard sur à peu près tous les pays de la région, de l'Europe occidentale, mais aussi de la Russie. Et je ne peux donc me poser une question plus générale. Qu'a valu à la population ukrainienne la privatisation forcenée de son système de santé, de la médecine, des hôpitaux et des pharmacies? Je crains que la privatisation forcenée du système de santé ukrainien n'ait des conséquences désastreuses pour l'état sanitaire de la majorité des Ukrainiens. Et je mets en garde les pays européens qui actuellement sont tentés par la privatisation de leur système hospitalier ou de leur système de santé. C'est le cas du système britannique avec les pressions américaines intenses pour privatiser le National Security System, le système de sécurité nationale. C'est aussi le cas en France, où l'on me dit ici ou là que les pressions pour privatiser les hôpitaux seraient notamment à l'origine du manque de lits d'assistance respiratoire et du manque de lits en réanimation, tout simplement parce que ces lits ne sont pas rentables pour des investisseurs privés. Je crois que nous sommes confrontés à la privatisation de la santé, nous sommes confrontés à la privatisation des laboratoires pharmaceutiques, à la privatisation des hôpitaux, à la privatisation de nos systèmes d'assurance santé. Attention, la crise sanitaire doit nous rappeler que si l'hôpital, la médecine, ça a un coût, la santé n'a pas de prix et que nous sommes en train de payer très cher les économies, le rationnement qui ont été pratiqués et la gestion par les coûts d'un système de santé dont je propose qu'il soit dorénavant géré par les objectifs de santé publique. Dans le débat politique français et dans le débat public français actuel, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, il est à peu près impossible de parler d'autre chose que des questions de la pandémie de Covid-19, de l'approvisionnement en vaccins, des guérisons possibles et de l'éradication du virus. La question qui habite toute l'Europe, c'est quand est-ce que l'on va sortir de la paralysie de l'économie et de la paralysie plus importante de la vie sociale? Puisque depuis le déclenchement de la pandémie, la peur règne, il n'est plus possible d'inviter des amis, il n'est plus possible d'aller au restaurant, le monde de la culture est totalement fermé, bref, la vie sociale est impossible. Je crois qu'il est important, notamment pour vos auditeurs russes, de faire la différence entre ce qui se passe dans l'Europe occidentale et dans d'autres parties du monde. Parce qu'il y a un changement très profond de société, un scientifique dirait un changement anthropologique, qui trouve ses origines il y a très longtemps. Pour le dire en un mot, la promesse implicite de tout gouvernement européen aujourd'hui, c'est d'assurer à tous les citoyens, hommes ou femmes, 85 ou 90 années de vie sans souffrance, sans maladie, sans handicap et en profitant de la vie. C'est une promesse qui résulte d'un changement de société majeur. Plus personne presque en Europe occidentale ne croit que cette vie terrestre va décider de la vie après la mort pour l'éternité. C'est la sortie de la religion. Et plus personne ne croit non plus, comme beaucoup l'ont cru dans l'Union soviétique, que du combat politique dans cette vie va dépendre un avenir meilleur pour les générations des générations. Bref, plus d'espoir révolutionnaire dans le salut terrestre, plus d'espoir religieux dans la vertu qui permet d'acquérir l'éternité. Cela veut dire que je n'ai que cette vie, je n'ai que ce corps, je n'ai que ma bonne santé, ma forme physique, et donc nous sommes dans des sociétés qui sont extraordinairement sensibles au risque vital. Je vais en donner un exemple qui probablement va frapper vos auditeurs russes. Des familles françaises de soldats, des soldats d'élite, des soldats d'opérations spéciales, ont porté plainte contre l'armée française parce que leurs enfants étaient morts lors d'opérations. C'est inouï. Les parents d'un militaire portent plainte contre l'armée parce qu'elle ne les a pas suffisamment protégés. C'était en Afghanistan. Ça veut dire une chose très simple. Nous ne supportons plus la mort
Et d'ailleurs, tout est fait pour cacher la mort qui, dans 90% des cas, chez nous, a lieu à l'hôpital. Ça produit quoi? Cela produit une grande peur. Cela produit aussi une attention exagérée sur tout ce qui peut permettre d'en sortir. C'est donc l'attention extraordinaire portée au masque, portée à la distanciation sociale et naturellement l'espoir illimité porté dans les vaccins. Je ne peux qu'observer qu'aujourd'hui, cet espoir me paraît destiné à être déçu. Destiné à être déçu parce que les vaccins qui sont vendus dans l'Union européenne, qui sont le vaccin produit par Pfizer et le vaccin produit par AstraZeneca, aujourd'hui n'affichent qu'un taux de guérison bien loin d'atteindre les 70 ou 80% qui étaient promis. Par ailleurs, ce n'est pas réellement un vaccin. C'est plutôt une thérapie génique qui évite les conséquences les plus graves de la pandémie, notamment la mort, mais qui ne soigne pas les effets secondaires et qui probablement laisse la contagion se dérouler. Donc, et c'est un message que j'adresse à tous les dirigeants politiques, ne donnons pas de faux espoirs à la population, ne disons pas tous les mois à la population que « attendez encore un peu, on va en sortir ». Nous n'allons pas vers le monde d'après une pandémie qui serait achevée. Nous allons vivre pour encore beaucoup de mois et peut-être des années le monde d'avec. Nous vivons avec la pandémie, celle du Covid-19 comme d'autres pandémies à venir, peut-être des pandémies numériques à venir, qui viendront tout simplement de la surpopulation des métropoles, de la mobilité forcenée entre continents, qui répand à une vitesse inouïe les virus. Nous souffrons de la métropolisation, ces agglomérations incroyables de dizaines de millions d'habitants, et nous souffrons des maux de la globalisation. La frontière n'arrête peut-être pas les virus, mais elle arrête les porteurs de virus. Et donc il est très important que nous rétablissions nos frontières, il est très important que nous rétablissions le contrôle sur ceux qui passent nos frontières, mais nous sommes partis dans cette globalisation affolante et forcenée pour vivre dans le monde d'avec les pandémies, d'avec les grandes peurs, et donc d'avec des sociétés sous tension, parce que, je le répète, c'est un changement de société qui s'est déroulé et qui nous laisse très démunis mentalement, socialement et politiquement devant la peur de la mort.